Bonsoir à tous. Église du Monde prend la direction cette semaine de la Centrafrique où le pape doit se rendre les 29 et 30 novembre prochains, marquant la dernière étape de sa visite sur le continent africain. Alors depuis 2 mois, le pays connaît de nouvelles tensions ayant soulevé il y a quelques semaines une incertitude sur la venue du Saint-Père, mais le Vatican a réaffirmé ces jours-ci que cette étape était toujours prévue. Alors quels en sont les enjeux? Quel est le climat en RCA à l'approche des élections présidentielles dont le premier tour est prévu le 27 décembre? Comment l'Église agit pour lutter contre la violence et comment est-elle au service des plus fragiles? Et bien pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sœur Paulette Petit. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir madame. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la congrégation des Sœurs du Saint-Esprit, donc c'est-à-dire vous êtes spiritaine. Oui. Vous avez passé 57 ans en Centrafrique, c'est une vie entière, j'allais dire, presque. Vous avez été directrice de l'école catholique Sainte-Thérèse à Bangui. Vous nous parlerez de cette école, de son travail dans un pays touché par des crises successives et de l'enjeu de l'éducation. Mais peut-être tout d'abord une question sur le climat actuel. On peut dire que vous avez peut-être tout vu, tout connu en Centrafrique, l'avènement de la République, les coups d'État. Voilà. Mais ce qui se vit en ce moment depuis bientôt 3 ans, est-ce que, selon vous, c'est la crise la plus grave ? Oui, après avoir effectivement tout connu, tous les coups d'État, toutes les mutineries, les 3 années blanches, je dois dire que cette fois-ci, c'est devenu très fort. Ces 3 années sont terribles pour le pays, pour les gens du pays. Il n'y a plus aucun respect de rien. Par exemple, vous êtes en voiture, on vous arrête, donne-moi les clés. Mais pourquoi faire? Vous avez répondu ça, on vous abat, on vous fait sortir, on jette votre corps dans le caniveau, on coupe la tête et on repart avec la voiture. Les gens repartent avec les voitures. Pour la première fois de ma vie, j'emploie ce mot « sauvagerie » que je n'avais jamais employé, parce que quand on voit que les gens ont dépecé des corps pour les manger dans la rue devant tout le monde, ça, on n'avait jamais vu ça. Je crois que là, ça dépasse les bornes. On n'aurait jamais imaginé qu'on en arrive à ce point-là. Et ces temps-ci, ce n'est pas le calme non plus. Un jour, ça va, le lendemain, ça va. On ne peut pas vraiment vivre en sécurité. Aujourd'hui. Aujourd'hui, rien n'est sûr. On n'est pas sûr du lendemain. Vous avez vous-même, ma sœur, été victime de violences. Oui, effectivement, à plusieurs reprises. Une fois, on m'a mis la Kalachnikov à la maison. C'était à la maison, un militaire qui est venu. Il voulait voir une sœur. J'ai dit, mais elle est en train de prier, elle n'a pas le temps de venir. Et il a dit, mais c'est urgent. Alors, j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, asseyez-vous, je vais l'appeler. Et quand je suis revenue, il m'a braqué la Kalachnikov sur la poitrine. J'ai cru vraiment que c'était la fin de ma vie, parce que la Kalachnikov, quand même, est-ce qu'il y a une balle, est-ce qu'il n'y a rien? Qu'est-ce qu'il veut? Le pape François entame donc ce mercredi son premier voyage en Afrique qui le mènera au Kenya, en Ouganda, puis en Centrafrique. Un voyage à haut risque, en particulier en Centrafrique face aux violences intercommunautaires qui ont repris il y a 2 mois à Bangui. Alors s'il y a quelques semaines, un doute a plané sur cette étape centrafricaine, eh bien, le pape a réaffirmé dans un message vidéo adressé aux Centrafricains sa joie de venir. Une joie bien sûr partagée par toute la population qui l'attend. C'est un reportage de Charles-François Brejon. Devant la cathédrale de Bangui, les pelleteuses tournent à plein régime. Il reste encore beaucoup à faire avant l'arrivée du pape François. Tout un pays attend cette visite aux enjeux essentiels pour la Centrafrique. Il vient pour exprimer la solidarité de l'Église qui vraiment, comme il aime répéter, c'est un hôpital de camp. Donc il est à côté des blessés de ce conflit. Et veut les soutenir, veut les aider à guérir. Car aujourd'hui, la Centrafrique est bien devenue ce vaste hôpital de campagne. Le pape François devrait rencontrer des victimes du conflit dans le camp de déplacés de la paroisse Saint-Sauveur. Depuis les derniers événements du 26 septembre 2015, le site paroissial a accueilli jusqu'à présent
3774 déplacés, surtout ceux qui sont en particulier issus des quartiers difficiles où les maisons ont été pillées, incendiées et détruites également. Depuis 2 mois, les violences intercommunautaires à Bangui ont jeté sur les routes pas moins de 60 000 personnes. Dans les camps, les déplacés vivent dans des conditions extrêmement précaires et manquent de tout. Vêtements, eau potable, nourriture. Je veux à ce qu'il prie beaucoup pour mon pays, puisque je veux avoir de l'amélioration. Il peut aider, en condition que nous aussi, nous prions avec de la foi, ensemble avec lui. Tout le monde va regagner leur maison, mais s'il n'y aura pas de paix, personne ne va rentrer chez lui. Les Centrafricains espèrent donc que la venue du pape François agira comme un déclic en faveur de la paix. L'archevêque de Bangui appelle à une préparation des cœurs. Je dois commencer à renoncer au mal, au braquage, aux incendies, et en même temps aussi préparer mon cœur, désarmer mon cœur, désarmer mon esprit, pour désarmer mes mains, afin de pouvoir ne plus utiliser les armes, mais utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire en priant les uns avec les autres. Ainsi, quand le Saint-Père viendra, il arrivera dans un pays, dans le cœur des uns des autres, où son message pourra faire écho. C'est ainsi que les paroisses se sont mobilisées, comme Notre-Dame d'Afrique, qui vient de conclure un mois de prière du rosaire pour la paix. Alors ma sœur, on l'entend bien à travers tous ces témoignages, c'est une visite particulièrement attendue, hein, cette visite du pape. Oui, tous les Centrafricains sont heureux, d'après ce que j'entends, de voir le pape arriver chez nous. Évidemment, on a eu déjà la visite du pape Saint Jean-Paul II, qui est venu une année. En 1985. Oui. En 1985. C'était vraiment une grande joie. Mais là, on l'attend vraiment. Et ce qui nous frappe, enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir qu'il veut voir tout le monde. Tous les êtres humains ont de l'importance à ses yeux. Qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, ça n'a pas d'importance. Il veut voir tout le monde. Il veut essayer de parler à chacun pour essayer qu'on se réconcilie. Parce que ce n'est pas normal de voir notre pays se manger, se battre comme ça. Les Centrafricains de nature ne sont pas comme ça, ils ne sont pas méchants. Hein? Ils sont même très très gentils. Alors, pourquoi tout d'un coup dire, voilà, il y a les catholiques, il y a les musulmans? Combien de fois nous avons travaillé, nous avons mangé, nous avons parlé avec les musulmans? Il n'y a rien entre nous. Ce n'est pas ce problème-là qui existe. Aujourd'hui, c'est davantage un problème politique, d'une crise... Oui, c'est la politique, c'est tout, c'est ça, la politique. Mais la joie... qui se traduit au niveau des confessions, c'est ça. Maintenant. Et je comprends très bien la grande joie du pape de retourner, d'aller voir ce pays, voir les gens, les rencontrer. Il aime les pauvres, il sait leur parler. Hein, c'est vrai, il veut changer la mentalité, il veut nous montrer qu'on peut s'aimer, on peut vivre ensemble. Moi-même, à l'école, pendant tout son cursus, j'ai eu une musulmane, elle a commencé à Sainte-Thérèse, elle a fait tout son cursus avec nous. Pas une fois, nous avons eu des problèmes. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait une musulmane, elle était là comme les autres. Mais on la respectait, elle nous respectait. Il n'y a jamais eu un mot de méchanceté entre nous, quoi que ce soit. Et pourtant, on perçoit bien qu'aujourd'hui, il y a des tensions entre les chrétiens et les musulmans. Oui, il y a des tensions. Enfin, j'entends ça. Enfin, moi, je connais beaucoup de musulmans. C'était des amis. Hein. On se parlait, les enfants venaient à l'école. Ils avaient le même traitement que les autres. Et même quand un monsieur musulman venait inscrire son enfant, je lui disais, mais vous vous trompez, vous êtes ici dans une école catholique. Voilà ce qu'on fait dans l'école catholique. Le matin, il y a la prière. Après, dans la journée, il y a la catéchèse, tout ça. Il dit, non, elles doivent... Je dis, mais si vous ne voulez pas, pendant la prière, elle peut rester assise devant l'école sur le banc. Ou bien pendant les activités religieuses,
on peut l'occuper à autre chose, soit l'informatique, soit la couture, soit le jardinage. Et ils disaient non, ils doivent suivre ce comme les proposé autres. par l'école. Ah oui. Et même une fois, j'avais vu un parent d'élève avec un sourire, un grand sourire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ma fille est maintenant au lycée Pie XII et elle vient d'être première, elle a eu le premier prix en instruction religieuse. Il était content de venir m'annoncer ça. Premier prix d'instruction religieuse pour sa fille qui était au lycée. Donc, il n'y avait pas de problème entre nous. Donc ça vous touche évidemment ce qui se vit. Oui. Alors au programme de la visite du pape, et on voyait bien dans le reportage aussi l'attente des déplacés, déplacés en paroisse, eh bien il va se rendre dans une paroisse de Bangui. L'Église finalement, c'est elle qui fait ce travail auprès des déplacés, des réfugiés. Elle est en première ligne. Pratiquement dans toute l'Église, il y avait des déplacés. Il y en avait à la cathédrale, il y en avait à Boïrab, il y en avait dans toutes les paroisses. Et même une fois ou l'autre, j'ai accompagné des journalistes qui voulaient voir sur place. Et nous étions allés à Boïrab. C'est un quartier de Bangui, hein? Oui, à Bangui. À Boïrab, c'était à 5 km. Et il y avait 12 000 déplacés. C'était énorme, énorme. Mais il fallait voir comment ce jeune prêtre nigérian avait arrangé ça. Comment il avait placé les gens pour dormir dans l'église, comment il faisait la distribution pour la nourriture. Il avait inscrit sur son ordinateur ces 12 000 personnes. Ça semble inimaginable, 12 000 personnes et un seul homme pour les aider. Enfin, une équipe. C'était lui le patron, oui, puis il y avait une équipe. Alors, les produits à distribuer, les nattes, les couvertures, d'autre part, il y avait le café, il y avait le sucre, il y avait le riz, tout ça. C'était d'autres, ils étaient 5 ou 6. Alors, il appelait une famille, et puis les gens approchaient, et il remettait à chacun ce qu'il avait droit. Comme ça, puis après, il marquait, il faisait un petit signe sur son ordinateur pour dire que cette famille-là avait reçu ce qu'elle avait besoin. Et ainsi de suite, mais c'était assez incroyable d'en arriver là. Hein. Et c'est pour ça que l'UNICEF avait même fait des toilettes à l'intérieur de la concession quand ils ont vu l'intérêt qu'avait ce prêtre-là pour s'occuper de ces réfugiés, de ces déplacés. Il était très nombreux. Pourtant, et on l'a vu dans le reportage, hein, il manque de tout. Hein, ça, c'est vrai qu'ils sont tellement, tellement nombreux. Par exemple, sur l'avenue de l'aéroport, hein, là, sur la piste d'atterrissage, c'était, je ne sais pas, 20 000, même plus. Hein. Alors, évidemment, tout le monde ne pouvait pas avoir à manger. C'était les bagarres, ils s'arrachaient la nourriture, ils s'arrachaient les nattes, ils s'arrachaient les couvertures. C'était vraiment dur à voir. Mais pour vous, c'est quoi l'urgence? Est-ce que c'est rétablir la sécurité? Est-ce que c'est une aide humanitaire? L'urgence, c'est d'abord la sécurité. C'est d'abord ça. Hein? Et faire comprendre aux gens qu'ils doivent rester un peu tranquilles, qu'on va s'occuper d'eux, et quand les aliments viendront, on va leur donner. Mais il faut d'abord avoir une sécurité et puis être bien organisé, parce que autrement, il n'y a pas possibilité de faire un partage régulier pour tout le monde. Et cette sécurité, elle passe par quoi? Parce qu'il y a déjà des soldats, 12 000 soldats déployés par l'ONU. Il y a les forces françaises de l'opération Sangaris. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la sécurité soit rétablie en Centrafrique? Je pense que s'il y avait un peu plus de Français, ça pourrait vraiment nous aider. Ouais. Je vois ce prêtre-là à Boïrab. Un jour, il est sorti, il est arrivé sur la rue. Tout était bloqué. Et lui-même, en parlant au chef, sans se fâcher, sans rien, enfin, en expliquant les choses, il est arrivé à disperser les gens qui étaient sur la route, à les faire mettre de côté pour que les gens puissent voyager. Enfin, ça, c'est une fois qu'on a vu ça. Autrement, quand ils font les barrages, c'est barré. Hein, on ne peut plus passer. Hein. Mais là, quand même, ce prêtre-là, il avait vraiment une énergie incroyable pour obtenir cette discipline en tant que civil quand même. Hein. C'est très jeune. Hein.
Alors, on reviendra au travail que vous meniez à l'école Sainte-Thérèse et évidemment les enjeux en particulier dans ce contexte troublé. Mais on parle aussi du travail de l'Église. Vous évoquiez cette figure de prêtre qui a l'air assez exceptionnelle. Il y en a une autre aussi qui marque le pays. Il s'agit de Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, qui est l'archevêque de Bangui. C'est l'un des hommes les plus respectés de son pays. Il est également président de la conférence épiscopale en Centrafrique. En 2013, il a fondé, aux côtés de l'imam et du pasteur de Bangui, une plateforme interreligieuse. Et depuis, il mène sans relâche un travail de pacification aux côtés d'une population meurtrie par cette crise. Alors on regarde cet extrait de reportage. La nuit dernière, des heurts ont éclaté dans le quartier de Katin, au sud de la ville. L'archevêque de Bangui veut constater les faits par lui-même pour ne pas tomber dans le piège des rumeurs. C'est devenu sa marque de fabrique. Il vient écouter le récit des violences à la paroisse Saint-Joseph Mukasa. Pas besoin de traduction pour comprendre le genre d'horreur dont parle cet homme. Moi, je suis vraiment découragé, comme si on n'est pas dans un état. C'est comme si c'est un état dans un état encore. Donc de toute manière, je suis vraiment en colère. Mais ma maison a été incendiée depuis hier. Est-ce que tu essayes de pardonner? Non. C'est le cercle à elle. Il n'y a pas de mot. Il n'y a rien. D'ailleurs, ils n'ont même pas parlé de Dieu, vous avez vu. Donc, quand je dis souvent que ce n'est pas une crise religieuse, c'est ça. Jamais on n'a parlé de Dieu là. On a dit, on a brûlé une maison, on a détruit une maison et les gens sont venus demander à ce qu'on venge. Dans les rues de Bangui, les patrouilles des forces armées internationales sont quotidiennes. L'armée française à travers l'opération Sangaris et les casques bleus de l'ONU sont présents depuis 2 ans pour tenter d'enrayer le conflit. Une présence essentielle mais de plus en plus impopulaire chez les Centrafricains, car l'insécurité demeure. Et voilà, donc malgré la présence militaire, une insécurité, donc peut-être des effectifs insuffisants. En attendant, pour revenir à ce travail que mène Monseigneur Nzapalenga, est-ce que ce travail est nécessaire? On perçoit vraiment une population à vif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que même il y a 2 ans, ou l'année dernière, il y a 2 ans, il avait fait venir, était venu à Bangui des prêtres centrafricains français qui autrefois avaient été en Centrafrique, puis ensuite étaient repartis en France. Il y en a plusieurs qui sont venus. Bon, il y en a même qui se sont fait caillasser. Un jour, ils étaient allés porter de la nourriture dans un centre. Et là, ils n'ont même pas pu arriver jusque vers les déportés. Ils se sont fait jeter des pierres et tout ça. Ça montre les limites aussi de ce type de démarche. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Ailleurs, ils sont allés, ils ont donné à manger. Enfin, c'est pour dire que même ce pays-là, les gens du pays restent attachés dans le cœur de ceux qui ont travaillé là avant. Parce que ce prêtre, c'est peut-être 10 ans qu'il était en France. Mais il est revenu quand même, il est resté là presque 1 an à travailler pour faire quelque chose pour les gens qu'il avait connus autrefois. C'était assez touchant de voir qu'il n'avait pas peur, c'était beau, quoi. Ça porte des fruits, ce travail-là. Alors je précise que pendant un moment, donc Monseigneur Nzapalenga faisait des tournées dans les villages, auprès des communautés, aux côtés de l'imam et du pasteur de Bangui, mais ce travail a cessé pour des raisons de sécurité. Donc Monseigneur Nzapalenga maintenant part seul. Voilà, ça dénote bien un climat qui est particulièrement tendu. Je crois qu'il faut qu'il continue malgré tout. Hein, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça. Hein. Si on a vraiment une foi, on peut continuer à travailler malgré tout. Si on doit mourir, on mourra, mais je veux dire, on ne va pas chercher la mort. Mais tant qu'il y a des personnes à aider, tant qu'il y a des personnes à aimer,
tant qu'on peut redonner l'espoir des gens, il faut rester. Il ne faut pas partir. Il faut rester là où on est. Cela peut pacifier malgré tout. Oui. On arrive à la fin à dire, bon, ben, finalement, ils sont restés, ben, c'est parce qu'ils nous aimaient, c'est parce que, bon, parce qu'il faut aussi qu'on s'aime les uns les autres. Et que, bon, il y a toutes ces paroles. Et là, je pense que le pape va apporter des bonnes paroles, il va savoir parler à tous ces gens-là. Et je pense qu'après, on pourra quand même se réconcilier. Vous pensez que ce voyage peut changer des choses? Je pense que des paroles comme celles du pape, j'ai lu pas mal de bouquins, de livres du pape ces temps-ci, mais je pense que ça portera du fruit. On en revient, ma sœur, pour les dernières minutes de cette émission, à l'école Sainte-Thérèse. Dites-nous justement quel peut être le rôle particulier de ce type d'école, une école catholique, au cœur de la tourmente. Ah oui, au cœur de la tourmente. Enfin, je sais que depuis très longtemps, disons presque depuis plus de 50 ans déjà, nous avons travaillé avec l'UNESCO, qui nous a bien formés du côté de la paix, la tolérance, la non-violence. Et ça, c'est entré jusque dans le cœur des enfants. Quand on voit que dans les rues, par exemple, des gamines qui ont 10 ans s'attaquent à des grands de 30, de 20, 25 ans qui veulent se battre. Elle les approche, elle leur parle, elle leur dit « Mais pourquoi vous voulez vous battre? Vous êtes tous centrafricains. » Et puis finalement, à force de leur parler, les gars, ils s'en vont, ils ont honte et ils repartent sans se battre. Hein? Donc, et pour chaque chose, elle reste sensible pour tous les malheurs des autres. Par exemple, quand il y a eu autrefois les tsunamis de Haïti, le matin, elles sont venues à l'école, elles m'ont dit, parce que nous avons des ambassadrices de la paix. Les enfants, au début d'année, votent les ambassadrices de la paix. Il y a l'ambassadrice, il y a sa conseillère, elles sont 2 ou 3 comme ça, et ce sont des gamines qui ont 10, 11 ans. Et alors, elles sont arrivées dans le bureau, elles m'ont dit, ma sœur, vous avez vu la télévision hier soir? Je lui ai dit, moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas toujours en train de regarder la télévision. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Elles m'ont commencé à me raconter ce qu'elles avaient vu sur Haïti. Toutes les inondations, Haïti complètement sous la terre, quoi, sous l'eau et tout. Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous venez me raconter ça, moi? Mais parce qu'il faut faire quelque chose. Ah bon, il faut que je fasse quelque chose? Non, pas vous, mais nous. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que vous allez faire? Si on vient vous demander la permission pour aller dans toutes les classes et demander un peu d'argent à nos camarades tous les jours. Bon, j'ai dit, c'est ça. Vous allez aller dans toutes les classes, vous allez leur parler de Haïti, et puis tous les jours, vous allez ramasser l'argent. Vous donnez chaque jour, vous ramassez, vous donnez à la maîtresse, vous comptez, vous donnez à la maîtresse, vous donnez au maître. Chacun ramasse l'argent tous les jours. Après, quand il y aura une grosse somme, on portera ça à une personne. On en revient au contexte centrafricain, ma sœur. Est-ce que ces élèves, on le voit bien, qui sont engagés, voilà, ont cette acuité, cette sensibilité, cette attention particulière sur ce qui se vit dans leur pays et voilà, quelle est la pédagogie de l'école Sainte-Thérèse et l'enjeu aussi de l'éducation pour cette jeune génération qui est l'avenir du pays. Oui, tout ça, c'est leur avenir. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, la première architecte, c'est une élève de l'école Sainte-Thérèse, elle est à Paris. La première radiologue, elle est à Haïti. Et non, elle n'est pas à Haïti, elle est à La Réunion. La première personne qui est allée, maîtresse, professeure à l'université, c'est aussi une fille de l'école. On voit où sont maintenant nos élèves. Par exemple, lorsque nous avons été invités l'année dernière à la présidence de la République, avant de partir, Madame la Présidente a dit que toutes celles qui ont été à l'école Sainte-Thérèse lèvent le doigt. Mais il y avait énormément de dames qui ont levé le doigt parce qu'elles étaient des anciennes de l'école Sainte-Thérèse. Si elles étaient, si la présidente, c'est qu'elles avaient déjà un certain niveau de vie. Elle n'avait pas invité tout le monde. C'était des cadres qui étaient invités, qui représentaient la nation. Mais là,
Et après, elle s'est adressée aux 2 petites. Elle m'avait dit d'amener 2 petites. Et j'avais amené 2 gamines de 9 ans et 10 ans. Elle a dit, bon, les 2 petites, vous vous levez. Elle a dit, n'oubliez pas, vous êtes la pépinière de ce pays. Je vous répète, vous êtes la pépinière de ce pays. Alors, voilà. C'est ça l'enjeu, c'est l'éducation des jeunes pour l'avenir de la Centrafrique. Oui. Et quand on va dans les grandes boîtes, les grands magasins, là, dans les grandes boîtes surtout, on retrouve toujours de nos élèves. Parce qu'elles ont eu une formation vraiment solide sur l'honnêteté, sur le respect, sur le travail. C'est des qualités qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres écoles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci, Sœur Paulette, d'être venue nous porter votre témoignage sur la situation en Centrafrique. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site ktotv.com. Et bien sûr, sachez que vous pourrez vivre les grands temps de ce voyage du pape en Afrique, donc, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre. Très belle soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you.